Dans le grand débat du soir, nous allons accueillir un visage d'i24 News que vous connaissez bien et surtout qui a participé aux premières heures des GGMO. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Benjamin. Heureux de vous retrouver pour cette émission. Vous venez d'écrire Les uns contre les autres aux éditions du CERF, un ouvrage absolument passionnant qui raconte toute l'histoire de la ville de Sarcelles depuis la construction des premiers immeubles collectifs, cela se passe à la fin des années 50 sur des champs de betteraves et de choux, jusqu'à la situation en 2022 où le vivre ensemble n'est plus qu'un lointain souvenir. La crise des banlieues est passée par là, le nouvel antisémitisme aussi, avec ce tournant des violences en juillet 2014 sur lequel nous reviendrons évidemment. Tout cela, ma chère Noémie, agrémenté de vos souvenirs personnels, puisque vous avez passé à Sarcelles votre enfance et votre adolescence avant de découvrir Paris. Peut-être une question d'abord générale sur votre ouvrage. Sarcelles est-elle à l'échelle miniature un concentré de toutes les problématiques d'immigration, d'intégration ou du fameux vivre ensemble que l'on trouve en France ? Il me semble, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que même ceux qui ne connaissent pas Sarcelles, qui n'y ont jamais mis les pieds, qui n'y ont pas de famille, qui n'y ont jamais été, eh bien seront intéressés par ce livre et retrouveront des traits qu'ils connaissent dans d'autres villes. Et il me semblait justement qu'aborder toutes ces grandes questions qui minent la France aujourd'hui, eh bien c'était intéressant de les aborder par le petit trou, de faire un zoom dessus, si vous voulez, à travers l'histoire d'une ville qui est la ville de Sarcelles, en plus qui est une ville assez récente, puisque vous l'avez dit, elle est née dans les années 50 à partir de rien. Et donc c'est très intéressant d'ausculter toutes ces questions-là à partir, encore une fois, d'un laboratoire qu'a été cette ville. Alors à la base, cela partait d'un projet plutôt bienveillant, vous le racontez. On offrait à des familles nombreuses de grands appartements, à un prix abordable, avec eau et gaz à tous les étages. Pourtant, tout ce qui était à l'époque un progrès est vu aujourd'hui comme une ghettoisation de populations immigrées. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice finalement vis-à-vis des concepteurs de ces villes nouvelles ? Écoutez, forcément, au début, c'était une utopie, c'était le début des grands ensembles, c'était le début de ces villes nouvelles qui attiraient l'œil, puisque tous les médias, d'ailleurs, s'y sont intéressés. Sarcelles a fait la une des grands journaux à l'époque, au moment de sa construction. On se demandait ce que ça allait devenir, et c'est vrai qu'au départ, eh bien, il y avait aussi un espoir chez ces populations qui arrivaient dans ces grands bâtiments tout neufs, qui en plus étaient dotés de tous les conforts de l'époque, qui n'étaient a priori réservés qu'aux classes supérieures. Vous aviez le vide ordures, vous aviez des prises, vous aviez des grandes vitres, des grandes baies vitrées, vous aviez des grands appartements, et donc vous avez des témoignages aujourd'hui de gens qui sont arrivés, enfants, et qui sont capables de vous dire que c'était l'un des plus beaux souvenirs de leur vie. Il y a le souvenir d'ailleurs d'une femme dans mon livre qui nous dit non, nous quand on est arrivé à Sarcelles, quand on est arrivé dans ce logement social, c'était le Hilton, parce qu'on pouvait tourner le bouton dans la baignoire, le bouton rouge, et on avait de l'eau chaude. Et pour ces gens-là qui venaient parfois des bidonvilles ou parfois de logements extrêmement modestes, c'était un luxe. Alors, vous racontez votre enfance à vous, à l'école Ozaratora de Sarcelles, la tenue de sniout imposée, autrement dit des jupes longues, pas de maquillage trop visible. À l'époque, il faisait bon être juif pratiquant à Sarcelles. On ne se posait d'ailleurs pas la question si on est juif, musulman, blanc ou noir. Écoutez, c'était le début, je pense que c'était la queue de comète de cette époque, on va dire, où il était encore possible d'être juif sans se poser la question finalement. On était avant le début des années 2000, qui a bien sûr été un tournant avec le second intifada, qui a fait exploser le nombre d'actes antisémites en France. Mais si vous voulez, les années 90, c'était encore assez calme à ce moment-là. Et effectivement, surtout dans ce petit quartier juif qu'on surnomme la Petite Jérusalem, dans lequel j'ai grandi, qui était vraiment un cœur battant du judaïsme français pendant très longtemps. Alors Noémie, comment les choses ont basculé pour en arriver à ces fameuses et tristement célèbres manifestations anti-juives du 20 juillet 2014 ? Écoutez, il y a beaucoup de choses, il faudra lire mon livre parce que c'est développé, il n'y a forcément pas un seul facteur, c'est forcément multifactoriel. On peut citer le regroupement familial, on peut citer la loi Dallot qui a participé à la paupérisation, parce que la paupérisation compte aussi bien sûr dans cette difficulté-là de vivre ensemble, si on peut dire ça comme ça. Si vous voulez, il y a plusieurs facteurs qui sont développés dans le livre. L'augmentation du nouvel antisémitisme, il y a eu le 11 septembre qui est passé par là, qui a aussi été une date importante. On reviendra sur la date de 2014 avec cette manifestation
pro-palestinienne, anti-israélienne. Rappelez aux gens qui nous regardent ce qui s'est passé ce jour-là. C'est beaucoup d'éléments. Écoutez, ce jour-là, il y a eu tout simplement une descente de zouaves, de gens extrêmement violents qui sont descendus dans ce quartier de la Petite Jérusalem, donc vraiment le quartier juif de Sarcelles, avec des battes de baseball et qui ont détruit une partie des commerces, qui ont détruit les devantures. Il y a des hommes qui se sont retranchés à l'intérieur de la synagogue pour la protéger. C'était extrêmement traumatisant. D'ailleurs, il y a eu une vague de départ d'Alia le lendemain, des poubelles brûlées, enfin vous regardez les images ce jour-là, c'était véritablement une scène de guérilla urbaine, les gens qui se cloîtraient chez eux dans ce quartier juif, qui étaient terrorisés, qui ne savaient pas comment ça allait dégénérer. Finalement les pouvoirs publics sont intervenus, mais véritablement beaucoup de gens ont été littéralement traumatisés. Et aujourd'hui, Noémie, entre ceux qui sont partis à Paris, grâce à un embourgeoisement, ceux qui sont partis faire leur alia, et vous venez d'en rappeler l'une des causes, juifs à Sarcelles en 2022, c'est une espèce en voie de disparition ? Oui, un petit peu. La petite Jérusalem est devenue la minuscule Jérusalem. C'est un petit peu ce que j'explique aussi dans ce livre, avec une communauté qui s'est vidée tout simplement, ce grand cœur juif battant, avec ces nombreuses communautés, ces jours de Shabbat avec vraiment beaucoup de monde qui était à l'extérieur, qui vivait leur judaïsme très ouvertement, ces écoles qui étaient blindées d'enfants. Tout cela, eh bien, aujourd'hui, a changé. Aujourd'hui, il reste un cœur communautaire qui continue d'exister. Et pour certains qui ne veulent pas partir de ce petit quartier-là, mais bien sûr que ça a beaucoup changé et c'est intéressant de voir aussi que le visage du judaïsme français se modifie. Alors, et je salue évidemment les habitants de Sarcelles qui nous regardent parce qu'ils sont nombreux à regarder i24 News. Noémie, votre ouvrage est absolument passionnant. Je voudrais avoir les réactions des uns et des autres. Franck Tapiro, parce qu'on a véritablement l'impression que Sarcelles, à lire le livre de Noémie, est devenu ce qu'on appelle depuis 2002 un territoire perdu de la République. Complètement, et en plus moi je connais Sarcelles pour y avoir non pas grandi, mais parce que j'avais des cousins là-bas et j'y allais très souvent, dans les années 70 jusqu'aux années 80, Sarcelles, les Flanades, et je peux témoigner que le Sarcelles de cette époque-là c'était un vrai Sarcelles extraordinaire, ouvert, des jeunes de partout, il n'y avait pas ces problématiques à l'époque de racisme, d'antisémitisme, c'était vraiment de l'intégration, en fait on n'en parlait même pas, c'était vraiment totalement naturel, c'est ça qui est intéressant. Et malheureusement, depuis les années, fin des années 90-2000, ça a commencé vraiment à tourner. Et 2014, ça a été un drame parce que c'était devenu vraiment, comment cette ville qui était, et on l'a vu avec Strauss-Kahn, Pouponi, des gens qui ont vraiment toujours fait du vivre ensemble leur politique, comment est-ce qu'on a pu aboutir à un échec pareil ? Tout simplement parce que malheureusement, l'islamisme va beaucoup plus vite que les bons sentiments et que la volonté d'intégrer. Et ça, on l'a sous-estimé. Partout, soit de gauche ou de droite, on n'a pas voulu prendre le problème en face. Alors qu'il y avait une communauté, mais qui vivait, mais parfaitement bien, et je dis bien une communauté, pas des communautés. C'était une même communauté, musulmans, juifs, chrétiens, mais tout le monde vivait très bien, je peux vous dire, mais on n'a jamais eu de problème quand on était gamin. Pas une seule fois, on était préoccupé par ça. Des bar mitzvahs partout, des synagogues, des musulmans qui faisaient les fêtes avec les juifs. Vraiment, c'était extraordinaire, c'était même exemplaire. Donc, c'est vrai que ce territoire perdu de la République, c'est bien de l'avoir nommé comme ça, mais ça fait 20 ans maintenant que le livre est sorti, à peu près 20 ou 22 ans. Qu'est-ce qu'on va faire pour les récupérer ? Est-ce qu'ils sont définitivement perdus ? 2002, donc ça fait 20 ans. Est-ce qu'ils sont définitivement perdus ? Je ne le crois pas quand même, même si c'est très mal barré comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui pour récupérer, non pas le territoire, mais les gens qui y vivent ? Parce qu'en fait, le terme territoire perdu de la République, c'est un magnifique titre de livre, et c'est une réalité. Moi, je ne parle pas des territoires perdus, je parle de ces gens perdus, des citoyens perdus de ces territoires, qu'ils soient de quelque confession que ce soit, et ça, on sera d'accord avec Amine pour ça, c'est pas une question de religion, tous ces citoyens qui faisaient le Sarcelles d'avant, cette ville un peu incroyable, ils ont disparu, ils disparaissent aujourd'hui. On va demander à Amine alors. Comment est-ce qu'on va récupérer ce temps, ou est-ce qu'on va abandonner ce territoire aux islamistes? Mais il faut le décider. Et c'est binaire, il n'y a pas de gris dans ces histoires, c'est noir ou blanc. Je vais entendre Amine là-dessus, parce que je rappelle que vous présidez Coexister, donc vous avez évidemment des idéaux louables, mais est-ce qu'ils ne sont pas mis en échec aujourd'hui par cette réalité de Sarcelles ?
Du coup, moi j'ai envie de dire que non, parce que bon, alors je me suis permis de feuilleter votre livre, Madame Aliwa, que j'ai trouvé passionnant. Moi j'adore les témoignages sincères qui finalement nous enseignent énormément sur les réalités. Et ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé, ce que vous avez parlé effectivement, vous avez analysé la chose, vous avez parlé aussi pas mal de paupérisation effectivement. Vous avez aussi finalement une espèce de pris une espèce de recul, j'ai l'impression, mais vous pouvez m'arrêter si je me trompe, où vous dites qu'en gros, il y avait un bon vivre ensemble, oui. Mais mine de rien, il y avait aussi des communautés qui finalement chacun vivait dans sa communauté beaucoup plus qu'ensemble. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous parlez de multiculturalisme. Quand on parle de multiculturalisme, c'est finalement le fait d'avoir des communautés qui se côtoient parce qu'ils partagent un espace commun, mais qui restent quand même la plupart du temps dans leur communauté. Et dans le multiculturalisme, il y a aussi cette idée potentiellement aussi de politique, aussi de financement, dont vous parlez aussi dans votre livre, de financement des cultes, et ça du coup c'est quand même un écart par rapport à la laïcité. Et là où je suis, quand je dis que pour moi il est toujours possible de vivre ensemble, c'est que Sarcelles c'était un laboratoire. Vous l'avez expliqué, c'est une expérience, c'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça. Ça a été fait d'une certaine manière, maintenant il faut apprendre à analyser qu'est-ce qui a été mal fait, c'était quoi les problèmes. Moi je reste persuadé, là on a parlé d'islamisme, de l'intégrisme qui peut être effectivement un problème. Aujourd'hui, à Sarcelles, il y a quand même le problème de l'insécurité de façon plus générale, de la délinquance, du trafic de drogue, il me semble aussi, qui c'est conjoint à celui de l'islamisme depuis quelques années malheureusement. Mais du coup qui vient ajouter de la violence, à la précarité. Donc vous dites qu'il y a aussi un problème sociétal. Aussi, nous, vous dites aussi un problème sociétal. Noémie, qu'est-ce que vous répondez à Amine ? Ça, c'est la grande erreur. Ça, c'est la grande erreur, si je puis dire, de l'extrême gauche, on va dire, c'est de penser que la question identitaire va être réglée par la question sociale. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que vous avez aussi ces problèmes-là. Le problème de l'islamisme, il ne vaut pas que dans les quartiers populaires, il vaut aussi dans les quartiers bourgeois. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que je connais aussi un petit peu votre association. Merci d'avoir lu mon livre, mais c'est vrai que vous sensibilisez beaucoup aux questions des religions et on comprend que la question du multiculturalisme vous intéresse, mais en fait, si vous voulez, sous-jacent à ce livre, à mon livre, et je pense que c'est une question peut-être qui n'est pas suffisamment exploitée par votre association, c'est quand même la question de l'intégration. C'est-à-dire qu'il faut du commun. Oui, on peut s'enseigner les religions les uns les autres, on peut essayer de comprendre comment l'autre vit, quels sont ses codes culturels, quelle est sa religion, pourquoi est-ce qu'il pratique de telle ou de telle façon, mais fondamentalement, et c'est quand même tout l'enjeu de mon livre, j'explique qu'il faut du commun, il faut parler la même langue, il faut avoir une structure et un socle commun pour pouvoir se converser et pour pouvoir s'entendre. Donc effectivement, ce socle commun, c'est ce que je défends, encore une fois, de façon, je crois, c'est entre les lignes, disons, dans le livre, mais je crois que c'est ça la vraie question, c'est la question de l'idéal républicain, même si aujourd'hui ce mot ne veut plus dire grand-chose. C'est pas forcément que la question des religions, et finalement on parle de l'âge identitaire, il y a un retour justement de l'identité, avec des questions religieuses, comme Franck Tapiro le disait, qui ne se posaient pas à l'époque. Alors mon époque, les années 90, c'était déjà le retour du communautarisme et le début de cette identité marqué qui veut s'imposer et prendre le pas sur les autres, mais quand vous regardez les autres témoignages un petit peu plus tôt dans l'histoire, dans les années 50, 60, 70, 80, vous avez au contraire des témoignages dedans qui vous disent il n'y a pas de racisme à Sarcelles puisque tout le monde vient d'ailleurs. Ouais. Et donc vous n'aviez pas cette grande question-là du séparatisme. Et de chacun via son identité. D'ailleurs, regardez, parce qu'on vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram. Et si je peux juste, au fond, cette notion, je vous laisse réagir. Mais d'abord, regardez, le vivre ensemble, est-il encore possible ? On vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram, parce que c'est une vraie question qui est soulevée par votre ouvrage, Noémie. Et à grande majorité, les gens qui ont participé à cette consultation répondent non à 78%. Ça vous interpelle, Amine ? Alors tout à fait, et si je peux réagir une nouvelle fois au propos de Madame Aliwa, je pense très très sincèrement que vous vous trompez sur le sujet de coexister, parce que j'ai pas pu terminer tout à l'heure. Sur le sujet du multiculturalisme, nous c'est un modèle de société qu'on ne défend absolument pas. On défend un modèle de société qu'on appelle la coexistence active, et justement la coexistence active, c'est apprendre
ensemble à mettre de côté l'identitarisme. En fait, c'est trouver une espèce de ligne de crête entre son identité, être fier de son identité, pouvoir l'exprimer, la partager, mais aussi l'altérité, partir à la rencontre de l'autre. Et cette coexistence active, c'est la recherche justement de ce socle commun. Donc c'est là où je me suis totalement retrouvé dans vos pages. Et effectivement, souvent, coexister, on entend qu'on défend un multiculturalisme, ce qui est totalement faux. Nous, notre vision, c'est ce qu'on appelle la coexistence active. Je parlais de la pauvreté tout à l'heure parce que c'est une des choses qui mène on va dire à l'insécurité. Il n'y a pas que ça. Et nous, ce qu'on souhaite à terme, enfin ce qu'on souhaite, c'est vraiment investir davantage dans l'éducation, investir davantage dans l'éducation par les pairs. Nous, on est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer des gens, de partager. Ça, je pense qu'on va tous se retrouver autour de ça, Amine. Je pense qu'avec cette réflexion-là, vous mettez tous d'accord de Paris à Tel Aviv. Je voudrais qu'on avance dans le débat. D'abord, une réaction à Tel Aviv du Ralevi, parce que votre ville, Natania, est jumelée avec Sarcelles, et j'imagine qu'il y a l'ancien Sarcellois chez vous. Nous sommes jumelés avec Sarcelles. Il y a beaucoup de Sarcellois qui ont fait l'aléa, donc à Natania, évidemment. Et également, je retrouve à Natania des choses communes, c'est-à-dire une ville qui a reçu beaucoup d'immigration de tous les pays, donc évidemment ça n'a rien à voir avec la France, mais aussi qui est une ville très hétérogène où nous avons également des problématiques de vivre ensemble. Maintenant, j'ai entendu plusieurs choses qui m'ont fait un petit peu sauter sur ma chaise. Quand on a parlé de l'immobilier en Israël, de la crise de l'immobilier, que l'immobilier est très cher, et là on voit la France des années 50 qui a construit littéralement des immeubles, donc à l'époque tout confort, si je puis dire 5 étoiles, pour des immigrés à l'époque qui sont venus presque sans rien, qui ont reçu des immeubles, et j'entends des personnes qui disent il faut se demander ce qu'on a fait mal. Mais attendez, s'il y a un problème aujourd'hui avec l'islamisme en France, c'est pas à cause de la France qui a donné des appartements à des gens qui n'avaient pas de sous à Sarcelles ou ailleurs dans plein de banlieues. Donc il faut quand même d'abord dire que les gens qui ont immigré en France ont eu une énorme chance d'avoir immigré en France et pas dans un autre pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut le dire, Madame Aliwa l'a dit, elle a parlé de l'an 2000, du conflit israélo-palestinien qui a été complètement transposé en France. Elle a parlé du 11 septembre. Donc ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la France. Ce sont des choses qui se passaient à l'étranger, que ce soit en Israël ou que ce soit aux États-Unis ou partout. Vous parlez des manifestations de 2014. Non, elle a parlé de cette recrudescence de l'antisémitisme à partir des années 2000. Elle disait que jusqu'aux années 90, c'était plus ou moins, on va dire, correct, et qu'à partir des années 2000, il y a eu une recrudescence. Pourquoi il y a eu cette recrudescence? C'est à l'époque où il y a eu les affaires de Ilan Halimi, de DJ Lamsey. C'est toute cette époque-là où le climat antisémite en France a augmenté. Et on voit que ça venait de l'étranger, ça s'est transporté à l'étranger. Il y a eu un gros problème d'islamisation des jeunes générations. Peut-être ce n'étaient pas les générations qui eux-mêmes avaient immigré, mais leurs enfants. Et cet islamisme a progressé, évidemment, plus facilement dans les quartiers, on va dire, populaires que dans les quartiers bourgeois, mais il a progressé partout en France. Et la France a laissé ses mosquées, les jeunes qui s'engageaient en Syrie. Enfin, je veux dire, on a laissé faire ça. Enfin, il y a des mosquées où les gens prient tranquillement. Ah non, mais il y a des mosquées où les gens prient tranquillement. Il y a des mosquées où ça va très bien. Des synagogues où les gens prient tranquillement, des églises où les gens prient tranquillement. C'est ça la laïcité. Mais des endroits où on prêche pour aller se faire exploser en Syrie, ça, par contre, je pense que la laïcité ne fait pas ça. Bon, moi d'abord j'ai été très impressionné par la description de ces événements de 2004 que Nomi a raconté. Ça ressemble presque à une nuit de cristal. C'était juillet 2014. 2014, oui, ça fait très peur. C'est vrai, elle l'a décrit de manière impressionnante. Alors moi ce que je pense, c'est que effectivement il faut investir dans la sécurité. On a parlé justement des problèmes sécuritaires. Je crois que ces dernières années, il y a eu 10 000 postes de policiers ou de gendarmes qui ont été rajoutés. Donc je pense que le gouvernement a bien compris la problématique, sans compter la lutte contre l'islam radical, sans compter la loi qui associe l'antisionisme à l'antisémitisme qui a été votée. Donc je pense qu'on essaie de... On avance. On avance. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le social joue aussi un rôle. C'est-à-dire c'est pas seulement... C'est vrai qu'il y a des leaders religieux et politiques qui
encourage un petit peu ce communautarisme. C'est-à-dire, on a ici ça en Israël aussi. Regardez les leaders politiques. Regardez les leaders politiques, justement. Parce qu'on a retrouvé à Sarcelles les élections 2017. Regardez pour qui ont voté les Sarcellois en 2017 au premier tour de l'élection présidentielle. D'abord, il y a eu un fort taux d'abstention, 39%. En tête, Jean-Luc Mélenchon, 25%. Emmanuel Macron, non, pardon, je regarde le mauvais chiffre. Jean-Luc Mélenchon, 29%. Devant François Fillon, 22%. Emmanuel Macron, 22%. Marine Le Pen, 11%. Benoît Hamon, 7,9%. Et si je vous parle de Jean-Luc Mélenchon ce soir, c'est aussi parce qu'un sondage IFOP vient d'être révélé et de nous dire quoi ? À la question, d'après vous, quel candidat à l'élection présidentielle est le plus complaisant avec l'islamisme ? Eh bien, les Français, voilà, le fameux 39% d'abstention, il est là. Les Français répondent en majorité Jean-Luc Mélenchon à 25%. Emmanuel Macron arrive rien loin derrière à 8%, Marine Le Pen 6% et Éric Zemmour 5%. Bon, c'est pas une majorité parce que c'est 39% pensent qu'aucun d'entre eux. Hein. C'est-à-dire que voilà, parmi les candidats, Jean-Luc Mélenchon est en tête. Est-ce que c'est à lui que vous faisiez allusion ? Oui, je pense qu'il y a certains leaders politiques de droite comme de gauche qui essaient d'envenimer la situation pour pouvoir gratter des voix. En fait, c'est un calcul cynique. Et il y a ça aussi en Israël, pour dire la vérité. Hein. Il y a une espèce de courant qui va pas faire qui essaie d'accuser. Non, mais enfin, il y a des politiciens qui essaient de trouver des coupables chaque fois qu'il y a un problème. Et les coupables, c'est toujours une autre communauté. Je voudrais entendre à Paris. Et donc, je pense qu'il faut essayer de lutter contre le communautarisme, non pas en parlant comme ça de la différence entre communautés, mais en investissant dans tout ce qui rapproche, dans le social, dans l'éducation, dans le troisième âge. Vous allez être d'accord et avec Noémie. Investir dans quoi ? Il nous reste 3 minutes d'émission. S'il vous plaît. Non, c'est une erreur. Il nous reste 3 minutes, je voudrais juste conclure. Je voudrais entendre Franck Tapiro quand même là-dessus. Sur ce sondage, sur Jean-Luc Mélenchon, le plus complaisant avec l'islamisme pour les Français, qu'est-ce que ça vous inspire ? En regard, évidemment, de la situation à Sarcelles, puisqu'on va commencer avec ça. Mais Sarcelles ou pas Sarcelles, enfin on sait très bien que Mélenchon est presque l'inventeur ou le moteur de l'islamo-gauchisme en France. Je crois que il y a jamais, en plus, il y a tellement eu de citations, tellement eu de cas, de contextes où Mélenchon et toute sa clique se sont montrés complaisants. Moi, je suis même surpris qu'on soit surpris. Non, moi, ce qui me surprend, c'est les deux autres chiffres. 5% pour Zemmour, 6% pour Marine Le Pen. En complaisance avec l'islamisme. Alors là, franchement, il y a un truc que je ne comprends pas. Ou alors, mes copains de l'IFOP ont fait une blague, mais moi, je n'ai pas vu un milliardième de complaisance par rapport à l'islamisme, ni chez Marine Le Pen d'ailleurs, ni chez Zemmour. Ou alors, faut qu'il me raconte. Non. Par rapport à l'islam. Et c'est ça qui est intéressant. Même par rapport d'ailleurs à Mélenchon. Il faut toujours séparer, bien entendu, islam et islamisme, puisque l'un est l'ennemi de l'autre. On oublie que 92% des victimes de l'islamisme sont des musulmans. Que les premiers visés, les premières cibles de l'islamisme, ce sont les musulmans eux-mêmes. Donc moi, quand j'entends des conneries de Zemmour en disant islamisme, même combat, c'est n'importe quoi. Puisque tout montre exactement le contraire. En revanche, dans cette étude, si Mélenchon arrive loin devant, c'est parce que à chaque fois qu'on parle à Mélenchon d'islamisme, lui, il se défend en parlant de l'islam, en disant il ne faut pas tout mélanger, je défends les musulmans. Mais bien entendu, qui attaque les musulmans ? Personne. Attaquer l'islamisme, ce n'est pas attaquer les musulmans. Et donc c'est là qu'il joue finot, puisqu'il ne répond jamais franchement sur la lutte contre l'islamisme dans les banlieues, parce que c'est électoraliste. Il veut récupérer les voix. Donc, malheureusement, l'IFOP, il faudrait qu'il m'explique comment est-ce qu'on arrive à 5% de complaisance de Zemmour face aux islamistes, parce que lui, il dit islamisme, même combat, donc j'y crois pas une seule seconde. Et en même temps, voilà comment on peut décoder le mauvais travail de M. Mélenchon, qui malheureusement n'est pas assez clair avec l'islamisme, et donc il fragilise l'islam en faisant ça. Il faut que les votants musulmans se disent que, à force de dire non, c'est pas la même chose, il les fragilise. Il faut vraiment regarder l'islamisme et aider nos amis musulmans à combattre l'islam radical.